D'ailleurs, ce qu'on a certainement constaté ce matin, spécialement dans toutes les présentations, en fait, mais spécialement dans la toute première, c'est que parler finalement de l'image, par exemple, des jeunes filles, c'est nécessairement, par voie de conséquence, parler de l'image des jeunes hommes, n'est-ce pas? Puisque par opposition, tout de suite, on va tenter de faire les comparaisons entre les uns et les autres. Dans le même ordre d'idées, parler de l'image des jeunes, c'est nécessairement parler de l'image des plus vieux. Et ce qu'on va constater assez rapidement durant la présentation, c'est que ces images-là, elles sont intégrées très tôt dans la vie humaine. Et à la différence peut-être de d'autres images qu'on a développées durant les présentations précédentes, spécialement dans ce cas-ci, la toute dernière, ce sont des images souvent qui vont nous accompagner toute la vie durant. Parce qu'on peut bien sûr prétendre ici à voix haute que ces images-là n'ont pas d'effet sur nous, parce que je rencontre au quotidien des gens qui me disent toujours « Vous savez ce que vous nous avez raconté là? C'est vrai, mais pas moi. Hein? » De la même façon que lors de la dernière élection, on dit « Vous savez, il faudrait interdire les sondages puisqu'ils finissent par influencer beaucoup de gens. » Or, je m'empresse toujours d'ajouter « Et vous, les sondages, vous influencent? » Et j'ai toujours la même réponse « Non, pas moi, mais les autres. » Donc, c'est un peu dans cet esprit-là aujourd'hui qu'on va se parler de l'image des gens âgés, en n'oubliant jamais donc que très tôt, 7, 8, 9 ans, ce que nous dit la recherche, c'est que les tout jeunes apprennent à définir les plus vieux. Puis là, ce qui n'est pas rassurant, c'est qu'en fonction des études, un plus vieux, c'est tantôt quelqu'un qui a plus de 65 ans. Après tout, vous et moi, on a grandi comme ça, n'est-ce pas? C'était l'âge de la retraite officielle, parce que là, il faudra, dans les prochaines années, modifier tout ça de façon assez importante. Gracieuseté des banques, entre autres, il faudra les remercier. Mais ce qu'on s'aperçoit récemment, c'est que l'image des vieux, en fait, ce que j'appellerais les gens âgés ou les vieux, parce qu'il y a déjà dans le mot vieux quelque chose de très profondément péjoratif, mais au fond, ça nous rappelle aussi que c'est un phénomène qui est profondément culturel. Parce que en Chine, lorsqu'une personne âgée meurt, on dit « une bibliothèque vient de mourir ». Mais j'ai pas entendu ça souvent au Québec. C'est pas une bibliothèque qui meurt au Québec, c'est autre chose. Des cidristes qui meurent. Et donc, ça m'apparaît important de parler de ce sujet-là, précisément dans un colloque qui s'intéresse aux plus jeunes. Vous aurez compris, quand M. Brodeur et moi, on a échangé, a priori, on se posait la question dans quelle mesure on parlerait des vieux dans un colloque qui s'intéresse aux jeunes. Je pense qu'on vient de comprendre assez rapidement que ça a un impact important. Donc, au risque de me répéter, dans la mesure où on s'est aperçu que les plus jeunes, très rapidement, apprennent à définir, à concevoir, à comprendre, à imaginer, à percevoir les gens plus âgés. Je pense que ça nous est tous déjà arrivé un jour de rencontrer un plus jeune à qui on a dû dévoiler candidement notre âge. Et on avait 35 ou 36 ou 137 ans, et on s'est fait répliquer « Oh, que tu es vieux ». Or, je pense qu'on va s'entendre aujourd'hui pour dire qu'à 35 ans, on n'est pas vieux. Je pense qu'à 40 ans, on n'est pas vieux non plus. En fait, on a aussi, au risque d'utiliser un cliché, mais on a aussi l'âge de son cœur. C'est-à-dire qu'on peut aussi décider à 20 ans qu'on est vieux. Et j'en rencontre au quotidien, moi, des étudiants de 20 ans qui sont probablement dans leur tête plus vieux que beaucoup de gens dans la salle ce matin, qui sont en fait plus vieux, n'est-ce pas? Donc, c'est toujours une question, effectivement, une question de perception dans ce cas-ci. Je pense qu'on vient de comprendre assez rapidement l'importance de parler des gens âgés. Et moi aussi, à l'instar des présentations précédentes, je vais utiliser un certain nombre d'exemples visuels. Après tout, il y a plusieurs années, j'ai fait une thèse de doctorat qui portait, en fait, ce que je tentais de faire à l'époque, c'était de rédiger le premier catalogue des symboles publicitaires. On s'est longtemps intéressé aux mots qu'on utilise pour nous vendre des choses en publicité. Mais à ma grande surprise, même si on s'entend généralement pour dire que l'essentiel de l'image en publicité, l'essentiel du message passe par le message visuel, on s'était curieusement, jusqu'à tout récemment, peu intéressé à l'image. Alors, moi, ce que j'ai tenté de faire, c'est de cataloguer tout ça. En cours de route, j'ai recensé 5000 images. Certaines de ces images-là, d'ailleurs, la beauté, c'est qu'on s'aperçoit qu'elles sont puissantes dans la mesure où on va les revoir souvent dans bien d'autres bouquins. Et ce que je me suis aperçu assez vite, c'est que finalement, on répétait à peu près toujours les mêmes choses avec ce que j'appellerais des variantes personnelles. En d'autres mots, j'avais prétendu en soutenant, je m'en rappelle comme si c'était hier, devant mes quelques professeurs experts en publicité, que la publicité est en réalité une langue morte. Or, curieusement, on prétend souvent que la publicité, c'est l'art de la création, n'est-ce pas? Mais à partir du moment où vous vous enfargez systématiquement dans les mêmes symboles, vous êtes obligé de conclure qu'au fond, c'est une langue qui n'a pas beaucoup
beaucoup évolué depuis le temps. Alors, la vieillesse, c'est l'un des nombreux discours, évidemment, dans l'industrie de la publicité, parce que j'aurais effectivement pu vous parler du sexisme et j'aurais pu vous parler du racisme. Le sexisme était très populaire dans les années 60 et 70. C'est un sujet, à mon avis, qui est toujours d'actualité, mais pour toutes sortes de raisons, quand on fait la recension des écrits, on s'intéresse un peu moins à ce sujet-là actuellement. De la même façon que le racisme était un sujet très populaire dans les années 70 et 80 dans l'industrie de la publicité, et ça l'est un peu moins aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense qu'il faudra apprendre, même si le sujet n'est pas sexy, vous me pardonnerez l'expression, à parler d'agisme. Ça, c'est notre prochain défi. Et à la différence du racisme, parce que le racisme, c'est toujours les autres, n'est-ce pas? Peu importe la couleur de notre peau, soit dit en passant. Le sexisme, c'est toujours l'autre sexe, n'est-ce pas? Dans le cas de l'agisme, on est tous condamnés à vieillir, en général d'un an par année. Donc, on est cuit. C'est-à-dire que tôt ou tard, tout ça, on va être confronté à ces images-là que nous allons voir dans les prochains instants. L'autre chose que j'aime bien expliquer à mes étudiants, et je reviens brièvement sur la première présentation, on le fait très bien avec certaines images de jeunes filles et de jeunes hommes aussi, c'est qu'au fond, la publicité n'est pas le reflet de la réalité. Or, quand je rencontre mes étudiants pour la première fois dans un cours qui s'appelle Culture populaire, je leur pose candidement la question, et ce qu'on me répond systématiquement, c'est que non, monsieur, vous vous trompez. Pourquoi la publicité est intéressante? C'est précisément parce qu'elle est un reflet de la société. Alors, ce que je m'amuse souvent à faire, c'est d'utiliser des images comme on a vu un peu plus tôt ce matin. Alors, je leur montre des madames, puis je leur montre des messieurs. Puis évidemment, ce qui est assez fascinant, c'est qu'on ne fait pas le constat rapidement. Par la suite, ce que je leur montre, c'est des gens souffrant, par exemple, d'embonpoint. Et là, la réaction dans la salle est systématique. Ils sont 200, c'est des usines maintenant, les universités. Ils sont 200, ils sont 250. Et là, j'ai des réactions très, très fortes. Or, ce que j'essaie simplement de leur expliquer, c'est que leur réaction est un peu étonnante, après tout. À un certain moment donné, je leur montre une publicité de Benetton, d'un bébé, en fait, d'une femme qui accouche, et vous avez un bébé ensanglanté. J'ai vérifié 3 fois dans ma vie, les bébés sont livrés en général comme ça. J'ai remarqué ça. Mais vous savez quoi? Les étudiants ont une réaction de retrait en voyant ça. Et là, je leur raconte, ils sont toujours un peu surpris, que les bébés n'arrivent pas roses. Hein? Ils sont un peu maganés aussi en arrivant. On va toujours dire, c'est le plus beau, je comprends qu'il est très beau, il est toujours beau. Mais il est un petit peu fatigué, on voit que ça a été un peu difficile. Donc, ce que je veux juste qu'on comprenne ici, c'est l'importance entre la réalité et le construit. Mon prédécesseur a utilisé l'expression à quelques reprises, et c'est ça le construit. Au fond, la publicité ne se targue pas de représenter la réalité, et si vous tenez absolument à ce que j'utilise l'expression réalité, je parlerai de la réalité peut-être des publicitaires, n'est-ce pas? Des fantasmes des publicitaires, n'est-ce pas? Parce qu'on a constaté avec le temps qu'à partir du moment où vous avez un peu plus de femmes qui font de la publicité, vous avez nécessairement un type de publicité qui est différent, n'est-ce pas? À une époque où 95 à 97% des publicitaires étaient des hommes, bien sûr que vous aviez, à certains égards, les fantasmes masculins, je dirais, sur grand écran. Donc, essentiellement, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est le discours de la vieillesse, ce que la publicité nous raconte là-dessus, ce qu'elle raconte aux plus jeunes également lorsqu'elle réfère aux plus vieux, puisqu'encore une fois, cette image-là va nous suivre toute la vie durant. Elle est encore là. En fait, c'est une industrie colossale. Le sujet d'aujourd'hui est une industrie colossale. Entrez dans n'importe quelle pharmacie, vous êtes accueillis par des images systématiquement, bien sûr, revues. Photoshop, vous avez certainement vu quelques petites vidéos là-dessus. Je pense à celui de Dove, qui est certainement le plus réussi, que je montre aussi dans un autre cours sur la publicité, je dirais, responsable. Et donc, ce qu'on s'aperçoit dans ce contexte-là, c'est que la publicité, très rapidement, nous apprend à classer la personne âgée. Et l'autre exemple que j'utilise souvent dans mes cours, quand je veux montrer que la publicité est un construit, je leur dis, écoutez, imaginons un instant demain un Martien arrivant au Québec. Il n'est pas très familier avec le Québec, et on lui distribue un certain nombre de revues, des Elle Québec, des Châtelaines, d'autres revues du même type. Mais votre Martien serait absolument renversé. Parce que votre Martien, j'allais dire votre pharmacien, mais votre Martien, quoique, mais votre Martien vous dirait, mais c'est une société exceptionnelle que vous avez réussi à construire. Toutes les femmes ont 16 ans. Elles font toutes 6 pieds 3. Elles font toutes 92 livres mouillés. Mais comment avez-vous réussi ça? Alors, ce que je veux simplement leur faire réaliser,
c'est que la publicité n'est pas le reflet de la réalité. De la même façon que lorsque la publicité représente les gens âgés, elle n'est pas le reflet non plus de la réalité. Elle s'en remet un certain nombre de stéréotypes. Et qui dit stéréotype, bien sûr, dit cliché. On aurait pu s'intéresser aux mots qu'on utilise pour définir ou pour parler des gens âgés dans la publicité. Je vais volontairement aujourd'hui, pour des raisons et par des formations, je dirais professionnelles, parce que je m'intéresse beaucoup aux images, c'est une passion de mon côté. On va voir plutôt des images, mais il faudra comprendre que souvent les mots viendront en appui aux images, mais qu'encore une fois, l'ensemble des études publicitaires confirment qu'à la fin, quand la publicité vous raconte quelque chose et qu'elle vous montre autre chose, c'est toujours ce qu'elle vous montre qui remporte la palme. L'image étant donc beaucoup, beaucoup plus puissante que les mots. Et à la fin, je reviens toujours à mon industrie, mon industrie des produits de la jeunesse, c'est une industrie qui repose essentiellement sur des images, n'est-ce pas? Quand vous vous promenez dans une pharmacie, peu importe la pharmacie, vous êtes quotidiennement exposé avant tout à des images. Accessoirement, quelques slogans, bien sûr, et un ou deux logos. Alors, la publicité est un construit. Je pense qu'à ce stade-ci, on aura compris que son objectif n'est pas de représenter la réalité, mais de construire la réalité. Alors là aussi, l'expression, puis l'image que j'utilise souvent dans mes cours, au fond, c'est une maison avec des briques. Et on décidera de la couleur des briques, mais à la fin, n'oublions jamais que l'objectif n'est pas de représenter la réalité, comme de construire cette réalité-là. Et volontairement, aujourd'hui, je vais me concentrer sur l'image des gens âgés dans l'Occident, en comprenant que en Orient, on aurait autre chose. J'ai une étudiante il y a quelques années qui a fait sa thèse de maîtrise sur les images, en fait, les campagnes de publicité chinoises. Et ce qui est absolument flagrant et évident, c'est comment les images qu'on va utiliser dans ce cas-ci sont fondamentalement différentes. Premier constat. Alors, 4 constats extrêmement simples, volontairement compte tenu du temps qui nous est alloué. Et comme on n'est jamais professeur par accident, on est un peu bavard, on va s'en tenir à 4 constats. Le premier, c'est simple, c'est que les gens âgés ne sont pas dans la publicité. Alors, je parlais de Montmartien tantôt, ils ne sont pas là. En fait, ils sont presque pas là, si je voulais être particulièrement un peu plus précis, mais on ne montre pas les gens âgés. Autre chose qu'on va constater du côté des études, c'est qu'il y a peu d'études récentes sur l'âgisme. Ce qui tendrait à démontrer que pour beaucoup de gens, le sujet n'est toujours pas sexy, n'est-ce pas? Parce qu'après tout, les universitaires, malgré tout ce qu'ils prétendront, s'intéressent souvent à ce que j'appellerais des sujets à la mode. On ne peut jamais faire abstraction de la mode du moment. Mais ce qui est un peu encourageant, c'est que ce que vous voyez actuellement, c'était une conférence à l'ACFAS l'an dernier. Ça a donné lieu à un livre, un collectif dirigé par Martine Lagacé, d'ailleurs que M. Brodeur connaît, je crois, qui a, à ma connaissance, rédigé le premier collectif portant sur les représentations de la vieillesse en français. C'est assez édifiant de constater que ce type d'ouvrage-là n'existait à peu près pas jusqu'à tout récemment. Et ce qui est très encourageant, c'est qu'il y a un mois, elle a obtenu, et donc on travaille, elle et moi, de concert, elle a obtenu une subvention du CRSH pour s'intéresser à l'image des gens âgés. Alors, il y a de l'espoir, certainement, à partir du moment où les autorités importantes décident de financer ce type de sujet-là. En fait, quand on commence à cataloguer les gens âgés, à les compter, à faire des piles, pas âgés, un peu plus âgés, pas âgés, moins âgés, ce qu'on s'aperçoit, c'est que dans le meilleur des cas, 15 % de la publicité utilise des gens âgés. Or, à certains égards, vous pourriez me dire, c'est pas si mal, 15. Évidemment que ça ne représente pas du tout ce qu'il représente au fond dans la société, mais c'est pas tout. C'est que quand la publicité s'autorise momentanément à utiliser les gens âgés, elle le fait toujours dans un contexte particulier. Je vais mettre dans ma publicité quelqu'un d'âgé, mais tu m'excuseras d'ajouter quelqu'un à côté tout de suite, d'un peu plus jeune. En d'autres mots, je m'excuse. Ce qu'on ne fait pas avec les gens jeunes. On va s'autoriser des gens jeunes dans la publicité seuls. Mais quelqu'un d'âgé doit être accompagné de quelqu'un d'un peu plus jeune. Alors, c'est aussi un message qui n'est pas innocent. Au fond, je ne voudrais surtout pas que mon produit soit associé à des gens un peu plus âgés. D'autant plus qu'on le verra tantôt, il y a toute une hypothèse qui sous-tend l'industrie de la publicité. Deuxième élément. Alors, à peu près pas de monde du tout âgé. Et récemment, quand je vous dis âgé, on est passé à 50 ans et plus. Alors, vous voyez qu'on descend constamment. Vous déciderez si c'est encourageant.
Et ce que ça démontre, en tout cas, c'est notre conception de la vieillesse qui est changeante avec le temps. Alors, il faudra voir. On se rencontrera, vous et moi, dans une dizaine d'années. Je ne serais pas étonné qu'on soit rendu à 45. Deuxième constat, c'est que quand on s'autorise des gens âgés et qu'on utilise uniquement des gens âgés dans la publicité, il se passe quelque chose de très drôle. Il n'y a pas de madame. Les madames ne sont pas là. C'est très bizarre. Donc, ils ne sont pas là souvent, les gens âgés. Puis, au cas où ils seraient là, ça va être un monsieur. Alors, ça aussi, culturellement, c'est lourd de sens, n'est-ce pas? Il y a un message ici, il y a un implicite et certainement un explicite ici. Quand on est femme, on ne vieillit pas ou on ne doit pas vieillir, n'est-ce pas? Ce qui est lourd de conséquences, évidemment. Après ça, on se surprendra en entrant dans la pharmacie, j'y reviens toujours. On se surprendra d'entrer et de voir des rayons et des rayons et des rayons de produits, des cosmétiques, qui est une industrie évidemment colossale. On l'évoquait brièvement dans une conférence précédente. Je vous rappelle que depuis qu'on oblige maintenant les compagnies de cosmétiques d'ajouter les ingrédients sur les produits, on a réalisé récemment avec un peu de surprise, avec beaucoup de surprise, je dirais, chez certains et certaines, que les petits pots avec les onguents à 100 $, le produit numéro 1 du petit pot, c'est de l'eau. Ça fait cher l'eau. C'est de l'eau un peu dispendieuse, je dirais. Je voyais récemment, parenthèse, mais je voyais une compagnie qui vend maintenant de l'eau en bouteille et ce qu'on nous garantit, c'est qu'elle contient du H2O. Alors, je trouve ça assez fameux. D'ailleurs, comme quoi les publicitaires ne reculent jamais devant rien, je me promenais aussi récemment, j'ai fait un petit tour en Europe il n'y a pas très longtemps, et je voyais que dans un pays, on avait lancé du détersif pour hommes. Alors évidemment, je me posais la question, qu'est-ce qu'un détersif pour hommes? Je vous avouerai que j'étais un peu curieux. À quoi peut-il être différent? C'est que les contenants de peau doivent être pré-ensachés. Alors au fond, ce qu'on vous dit, c'est tu vois le petit sachet qui est là, tu l'ouvres, tu le déposes dans la machine et tu pèses sur le petit bouton qui est là. Alors donc, 80% des gens âgés représentés dans la publicité étaient des hommes, et en fonction des époques, vous voyez que ça change somme toute peu. Alors on peut s'entendre, je pense, pour dire que 3/4 des gens âgés dans la publicité, en fait des gens qu'on retrouve dans la publicité, sont des messieurs et pas des madames. Alors, comment expliquer cette non-utilisation? Je pense que, évidemment, par curiosité élémentaire, on a essayé de tout faire ça. Et ce qu'on constate, évidemment, dans le cas des gens âgés, c'est que, et c'est ici le raisonnement du publicitaire, on se comprend ici, c'est le raisonnement du publicitaire qui dit, écoutez, on ne veut pas associer nos produits à des gens âgés au cas où les gens finiraient par penser que ce sont des produits qui pourraient être utilisés par des gens âgés. Ce qui est un peu amusant après tout, vous me le concéderez. Mais ce qui, encore là, implicitement, sous-tend un raisonnement qui n'est pas léger, n'est-ce pas? Je ne veux pas que mon produit soit utilisé ou puisse être associé à des gens un peu plus âgés. Alors, l'expression qu'on va utiliser souvent, que j'ai retrouvée dans plusieurs articles, c'est le mot « contamination ». Ce qui n'est pas un mot léger de sens. Contaminer ma publicité. Je vais contaminer ma publicité. Alors, il ne faut pas s'étonner dans ce contexte-là qu'on évite d'utiliser les plus âgés. Et je reviens donc aux plus jeunes. Mettons-nous maintenant dans l'esprit d'un plus jeune. Comment voulez-vous que cette drôle d'utilisation ou cette drôle de non-utilisation ne finisse pas par avoir des effets importants qui vont nous accompagner à certains égards, qu'on veuille le reconnaître ou non aujourd'hui, toute notre vie durant. N'est-ce pas? Je pense que c'est... La preuve de ça, à tout le moins, c'est que c'est une industrie colossale. Alors, on est obligé de constater qu'elle doit avoir une certaine résonance auprès d'un certain nombre de personnes. Si c'était juste ça, c'est déjà dramatique ce qu'on se raconte ce matin. Mais si c'était juste ça, on pourrait parfois se consoler en se disant que les marketeurs n'auront pas le choix parce que les gens un peu plus âgés deviennent un marché de plus en plus important. Par exemple, ce qu'on a constaté au Québec, c'est que 80% des avoirs personnels sont détenus par les gens de 50 ans et plus. Alors, il y a un raisonnement ici essentiellement économique qui n'est pas négligeable, encore une fois, quand vous voulez vendre des produits.
si c'était juste ça. Mais ce qu'on remarque, parce que je vous ai parlé des gens âgés, mais je ne vous ai toujours pas dit comment on les reconnaît, ces gens âgés-là. Parce que dans la publicité, c'est pas marqué « Billy a 58 ans », n'est-ce pas? On doit classer les publicités. À partir de quoi je vais classer ces publicités-là? Alors, ce qu'on remarque, quand on jette un coup d'œil sur les gens un peu plus âgés, c'est qu'on a décidé qu'être âgé, c'est, entre autres, le visage, ce sont les cheveux gris, c'est la silhouette nécessairement déformée, comme si on ne pouvait pas vieillir en santé. Là aussi, je vous assure que j'ai des jeunes étudiants de 20 ans qui sont, à mon avis, souvent beaucoup plus fatigués. Je leur dis souvent, ils me disent le lundi matin au début du cours, je suis fatigué, la fin de semaine a été difficile. Ils me disent le vendredi, je suis fatigué, la semaine a été difficile. Je donne les cours le soir en fin de journée, ils me disent qu'ils sont fatigués de la journée. J'ai souvent l'impression qu'il faudrait donner tous les cours le mercredi midi pour que tout le monde soit en santé. C'est des drôles de petites bébites. Moi, c'est la génération Caillou que j'ai actuellement. Caillou, j'ai eu la génération Passe-Partout auparavant, mais Caillou sera intéressant. On va avoir beaucoup de plaisir avec la génération Caillou. Je vous l'assure. Je vous l'assure. Ils sont assez spéciaux. Et tout ça, il y a peut-être 3 ou 4 ans, je l'ai vu là, à un moment donné, l'espèce de... C'est la beauté d'enseigner depuis quelques années. Alors, les stéréotypes. 4. Ce que vous constatez, alors on s'en remet un certain nombre de symboles, point 3. Point 4, le problème de ces symboles-là, c'est que dans la plupart des cas, pour ne pas dire dans la totalité des cas, ce sont des symboles négatifs. Comme si on ne pouvait pas vieillir en santé, vieillir en beauté, s'assumer. Erickson, qui est un psychologue qui n'a pas besoin de présentation, disait « Le grand défi, quelque part dans la quarantaine, c'est d'accepter qu'on vieillit. » N'est-ce pas? Qui avait dit un jour « La quarantaine, c'est la jeunesse de la vieillesse de la jeunesse. » À certains égards, c'est pas si mal. C'est un chanteur français dont j'oublie momentanément le nom. Mais, et donc, Erickson disait « Le grand défi, quelque part dans la quarantaine, c'est d'accepter qu'on vieillit. » Et si on n'accepte pas ça, on risque pour les années qui vont suivre d'avoir quelques petits problèmes. Alors, le problème dans ce cas-ci, c'est précisément que lorsqu'on nous parle des gens âgés, c'est pas étonnant qu'il n'y ait pas personne qui dit « j'ai hâte à 65 ». C'est que tous les symboles associés à 65, à 70, ne sont pas des beaux symboles. Alors, la personne âgée, à la fin, c'est un cliché, et le discours, il est généralement négatif. Alors, pourquoi est-il systématiquement, pourquoi est-il généralement négatif? Pourquoi ce discours-là ne pourrait pas être différent, ne pourrait pas être autre chose que ça? Alors, 4e constat, une vision péjorative des aînés qui souvent sont seuls, qui ont besoin d'être accompagnés par des plus jeunes, qui ont besoin d'être guidés, qui ont besoin d'être aidés. On parlait de Goffman ce matin, qui est un auteur fantastique. On pourrait faire une colloque sur Goffman avec ses images et ses façons de représenter tantôt l'homme, la femme, les plus jeunes ou les plus vieux. Mais ce qu'on constate dans le cas de la verticalité, quand on parle des gens plus âgés, c'est que c'est toujours une verticalité un peu penchée, n'est-ce pas? Or, il y a plein de gens plus âgés qui sont en très, très bonne forme physique et qui s'entraînent et qui font du jogging, parfois bien plus que les plus jeunes. Le problème, c'est que ce n'est pas ce que nous dit la pub. Ce que la publicité nous dit, c'est vieillir, c'est un déclin. C'est pas rien qui s'améliore, il n'y a pas d'avantage, il n'y a que des inconvénients. Alors, il ne faut pas non plus s'étonner que parfois même des jeunes de 22 ou 23 ans vous regardent droit dans les yeux le plus sérieusement du monde en vous disant « Je vieillis, j'aime pas ça ». Et là, vous les regardez et vous dites « Non, 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 pas toi, pas toi ». Alors, voici quelques représentations. Mais ça, c'est ce qu'on nous montre. Maintenant, la beauté de montrer ça dans une classe de 200, c'est qu'il faut encore une fois voir la réaction des étudiants et des étudiantes. Mais je leur dis, mais qu'est-ce qui vous fait rigoler là-dedans? Mais effectivement, des gens un peu plus âgés. Alors, ce sont les corps qui vieillissent. Et dans ce cas-ci, une signature de Jimi Hendrix dans les années 60. Alors, ce qu'on comprend, c'est que le temps a passé. Même la signature commence à se promener un petit peu.
Mais je vous parle d'une publicité célèbre. Alors, la vieillesse, c'est le corps, c'est la représentation du corps fatigué, c'est la représentation du corps malade, n'est-ce pas? C'est la représentation du corps usé. Un autre exemple ici. Ce qui est assez fascinant, c'est que pour parler aux plus jeunes, pour leur dire « Attention, mets de l'huile solaire, mets de la crème solaire quand tu vas au soleil », bien, pour te mettre en garde de ça, l'image qu'on utilise, c'est celle d'un visage un peu plus âgé, n'est-ce pas? En disant « Tu veux surtout pas ça, hein? Tu veux surtout pas avoir l'air un peu plus vieille un jour, hein? Ce serait tellement dramatique. » Et là, on utilise une image très forte. La beauté ici, c'est que c'est un message qu'on ne pourrait pas dire à haute voix. C'est ça aussi le pouvoir de l'image, n'est-ce pas? C'est qu'elle est comprise instantanément. Elle télégraphie son message. On n'a pas besoin de l'expliquer. Elle fait du sens immédiatement. Pierre Martineau, qui est un publicitaire qui s'est intéressé, en fait, qui a fait ce qu'on appelait à l'époque des études de motivation, avait constaté que c'était précisément pour ça que l'image était puissante. Claude Cossette le disait différemment. Il disait les mots voyagent à la vitesse du son en publicité et les images voyagent à la vitesse de la lumière. Et je pense que c'est absolument le cas ici. On voit bien en regardant ces images-là que d'instinct, rapidement, elles racontent quelque chose qui ne pourrait pas être raconté à voix haute. De la même façon que depuis des années, Close-Up nous raconte quelque chose d'un peu étrange lorsqu'on nous parle de dentifrice. On nous dit qu'avec Close-Up, soudainement, on va avoir un succès démesuré avec le sexe opposé. Évidemment que vous ne pourrez jamais raconter ça à voix haute, parce que ça n'a pas de sens. Mais on peut le raconter en image, à tout le moins. Alors, un autre exemple ici. On a décidé que, quand on est plus âgé, on ne fait pas d'Internet. Ce n'est pas notre truc. Or, ce qui est assez amusant, c'est que les dernières études nous confirment que le groupe d'âge actuellement qui s'ajoute le plus à Internet, c'est précisément ce qu'on appellerait les gens plus âgés. Du côté de Facebook en particulier actuellement, c'est le groupe d'âge qui connaît la croissance la plus importante. Évidemment que d'un point de vue mathématique, vous vous souviendrez que s'ils étaient moins nombreux et qu'ils sont soudainement un peu plus nombreux de façon, je dirais, importante, évidemment qu'en termes de pourcentage, vous allez obtenir des chiffres qui vont a priori sembler très élevés, mais c'est certainement un constat que l'on observe. Soit dit en passant, on parlait des images des petits, des garçons et des filles. Je voyais une étude de Facebook récemment dans laquelle on a constaté qu'à peu près 75% des images qui sont visionnées sur Facebook ont une chose en commun. Ce sont des images de filles. Évidemment, je ne vous apprendrai rien en disant que les messieurs regardent les images de filles, mais ce qu'on a surtout constaté, c'est que les filles regardent des images de filles. Et ça aussi, c'est certainement intéressant. D'ailleurs, dans un colloque subséquent, on pourra certainement s'intéresser à ces choses-là. Pour expliquer tout ça, parce que je pense qu'avant de se quitter, on est obligé de tenter d'expliquer tout ça, on soulève la plupart du temps ce qu'on appelle l'hypothèse du masque de l'âge. Alors, c'est l'excuse rationnelle que l'on va utiliser pour expliquer l'absence ou la quasi-absence de gens du troisième âge. Alors, ce que ce raisonnement-là sous-tend, c'est que pour une raison quelconque, les gens âgés ne voudraient jamais se faire rappeler leur âge. Pour une raison quelconque, les gens âgés ne voudraient jamais utiliser ou peu utiliser des produits associés aux gens âgés. C'est ce qu'on appelle dans l'industrie, et quand j'ai rencontré dans le cadre de mes études des gens qui travaillent dans l'industrie de la publicité, à une certaine époque, j'ai été moi-même publicitaire, donc c'est une industrie que je connais un petit peu, et c'est le raisonnement qu'on va, au fond, vous tenir, en rappelant que dans bien des cas, ce sont les clients qui sont les premiers à faire ce type de demande-là. Laissons-nous sur une note d'espoir. Après tout, ce n'est pas encourageant tout ça. Ce qu'on constate actuellement, c'est qu'on assisterait à un début de changement. Un début de changement qui, historique, initialement, s'expliquera certainement par le pouvoir économique des gens un peu plus âgés. Mais tôt ou tard, les publicitaires sont condamnés à s'ajuster, puisque un principe fondamental de l'efficacité de l'image en publicité veuille qu'on puisse s'identifier à l'image. C'est un processus de projection-identification, essentiellement l'image. Je vous montre le propriétaire d'une voiture de luxe. On parlait ce matin de statut social imaginaire, qui est un sujet fascinant. Au fond, pourquoi quelqu'un accepte de payer 50 000 $ pour une voiture de plus si, au départ, la voiture était, au fond, utilisée pour vous rendre du point A au point B?
n'est-ce pas? Vous êtes obligé de conclure que l'une de ces deux voitures-là fait quelque chose de formidable que l'autre ne fait pas. Est-ce qu'elle vous permet de vous déplacer un peu plus vite? Non, pas nécessairement. Est-ce qu'il vous permet d'économiser un peu plus d'essence? Non, pas nécessairement. Mais elle vous permet de dire quelque chose aux gens. J'avais tombé un jour sur une étude qui avait montré que on s'était même aperçu dans le cas des voitures de luxe que le propriétaire de voitures de luxe, en général, s'achetait une BMW avant une Mercedes. Au fond, ce qu'il voulait dire avec sa BMW, c'est « je vais réussir ». Et ce qu'il voulait dire avec sa Mercedes, c'est « j'ai réussi ». Alors, on est absolument dans le domaine des symboles ici. Est-ce que vous avez réussi parce que vous avez une Mercedes? Bien sûr que non, vous n'avez pas réussi. Mais l'industrie de la publicité et des symboles a compris depuis longtemps l'importance d'accoler par glissement un certain nombre de symboles à des produits. Et pour reciter nos amis chinois qui un jour avaient dit, vous savez, une fausseté répétée 10 000 fois finit par devenir quelque chose qui pourrait ressembler à une vérité. Alors je vous l'annonce dans le mille, une BMW, ça veut dire « je vais réussir ». Donc c'est l'hypothèse du masque de l'âge. Alors vous l'avez ici, une belle utilisation de ce que je racontais un peu plus tôt. On utilise à l'arrière-plan papy et mamie, parce que dans le choix des mots, ce ne sont plus grand-papa et grand-maman. Hein? Vous et moi, on a probablement grandi en utilisant le terme grand-papa et grand-maman, mais ce n'est plus le terme qui est utilisé. Je visitais une maison récemment, il y avait la chambre des maîtres. Je me demande qu'est-ce que la chambre des maîtres? C'est la chambre des parents. Moi, quand j'étais petit, c'était la chambre des parents. On avait un chalet aussi dans le temps, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est une maison de campagne. Hein? L'importance des mots ici. C'est comme lorsqu'on avait lancé à la fin des années 60 les premières bières diète. On s'est aperçu que notre cerveau a décidé, quand je vous parle d'une bière diète, votre cerveau, instantanément, a décidé que c'était une bière qui n'était pas bonne au goût. Elle n'est pas bonne. Elle ne peut pas être bonne. Elle est diète. Et c'est pourquoi on utilise maintenant plutôt l'expression une bière légère. Ah, celle-là. Celle-là. C'est la meilleure. Un autre exemple de ça ici. Parce que être un peu plus âgé, c'est l'expérience. N'est-ce pas? C'est la tradition. C'est l'art de bien faire les choses. Parce que c'est bien connu dans le temps, on faisait bien les choses. Quand on vous vend un gâteau au chocolat avec une petite calèche Pepperidge Farm, c'est ça au fond qu'on tente d'évoquer, n'est-ce pas? Ce gâteau-là est fait comme on le faisait dans le temps. Bien sûr que c'est un gâteau industriel. Bien sûr qu'il ne faut pas visiter l'usine qui fait ça parce qu'on s'aperçoit qu'il n'est pas, j'allais dire, fait individuellement. Disons que la chaîne de montage bougeait vite. Disons qu'il faut s'assurer que la garniture s'est bien ajustée. Ça passe un petit peu vite devant la machine. Donc, laissons-nous avec un message un peu plus positif. Ces dernières années, on commence à remarquer un virage. Je dis bien, on commence à remarquer un virage qui n'est pas prononcé, mais qui existe. Il est donc fort encourageant. Et ce virage-là, il s'explique, entre autres, pour une raison étrange, c'est qu'on commence à constater que pour les plus jeunes, les gens plus âgés ne sont pas que des stéréotypes négatifs. Ils incarnent la tradition, je le disais un peu plus tôt, ils incarnent l'expérience, ils incarnent le vécu, et ce sont des symboles, ma foi, plutôt positifs, n'est-ce pas? Alors, dans les derniers moments, on constate ça. Et pour le mesurer, et c'est une mesure qui est assez fascinante, c'est la crédibilité. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend par exemple une photo d'une voiture. Pour cette photo-là, on associe une personne un peu plus âgée. Et sur une échelle de Likert, on vous demande crédible, moins crédible, affectif, etc. Toute une série d'items, je n'entrerai pas dans le détail. Et ce qu'on s'est aperçu depuis quelques années, c'est que dans l'esprit des gens, une voiture accompagnée de quelqu'un d'un peu plus âgé est un produit plus crédible. Bien sûr que l'un comme l'autre est inexact, on va s'entendre là-dessus. L'un comme l'autre. Mais au moins, dans ce cas-ci, ce qui est encourageant, c'est que de plus en plus, dans l'esprit des gens, personne un peu plus âgée équivaudrait à crédibilité. Et c'est pour ça que, soudainement, vous avez des images que j'estime être plus positives dans l'industrie de la publicité. Ça n'a l'air de rien ici, mais jusqu'à tout récemment, quelqu'un d'âgé, c'est quelqu'un qui ne pouvait pas sourire. C'était quelque chose d'étrange. Pour une raison quelconque, on ne sourit pas quand on est plus âgé. La publicité avait décidé ça. La publicité avait décidé qu'on sourit à 18 ans. La publicité aussi avait décidé qu'on était en amour à 22 ans. Très peu de couples
dans la publicité de 60, de 70 ans qui se tiennent main dans la main et qui déambulent dans la rue, n'est-ce pas? C'est aussi un test que je fais dans mes cours. Il faut voir la réaction des étudiants. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Ce sont des gens qui s'aiment. Vous allez voir, ça peut vous arriver en vieillissant. Évidemment, ils ont aussi une conception, je dirais, de la vie de couple qui est très différente de ce qu'on a pu connaître à une certaine époque. Moi, mes grands-parents ont fêté à un moment donné leur 65e anniversaire de mariage. Aujourd'hui, ça risque d'être des événements un peu plus rares. Aujourd'hui, ils sont ensemble depuis 2 ans et c'est un vieux couple. Alors, évidemment, il y a toujours le goût de leur donner une ou deux leçons là-dessus, en leur disant qu'on va se donner quelques années pour vérifier tout ça. Alors, un autre exemple de ça ici, ce sont des images qui étaient à proprement parler impossibles dans l'industrie de la publicité, qu'on ne voyait pas il y a quelques années. Alors ici, c'est intéressant. On s'amuse, on rit, on s'aime, on se touche, n'est-ce pas? Et on ne se touche pas pour se tenir, parce qu'on a besoin de quelqu'un qui nous tient, n'est-ce pas? On se touche parce qu'on s'aime et on se fait des câlins. En fait, on fait ce qu'on faisait un peu plus jeune, ce qu'on a peut-être oublié de faire à un moment donné, mais là, tout le moins, ce qui est formidable ici, c'est que vous avez un très, très bel exemple de ce qui est en train de devenir la publicité, pour des raisons évidemment économiques, pour des raisons de marketing également. Je terminerai donc avec ma petite conclusion. Une image à revoir, l'image de la vieillesse. Une image à revoir parce qu'elle est intégrée par les plus jeunes très rapidement, parce que c'est une image qui va nous accompagner toute notre vie. Il y a peu d'images dans la vie qui vont nous accompagner toute notre vie. Il y en a très, très peu. Parce qu'on peut penser quelque chose à 5 ou 6 ans de la sexualité ou de la sensualité ou de la sexualisation des petites filles, mais certaines de ces images-là vont muter en vieillissant. Un jour, on va comprendre un certain nombre de choses. Dans le cas de l'image de la vieillesse, c'est une image qui va nous accompagner toute la vie durant. Et dans ce contexte-là, elle n'est pas négligeable. Et dans ce contexte-là, donc, ce qu'on décide de raconter aux plus jeunes et ce qu'on décide de ne pas raconter, parce que décider de ne pas montrer la vieillesse, c'est tout aussi grave que décider de la montrer de manière négative, n'est-ce pas? Si on décide de ne pas parler d'un sujet, c'est tout aussi, à mon avis, tout aussi grave que si vous décidiez d'en parler négativement. Mais ce qu'on constate donc, c'est que très rapidement, ces images-là vont nous accompagner toute la vie durant et que la plupart de ces représentations mentales-là, elles vont être créées à un âge relativement jeune, d'où l'importance de s'intéresser à ça et d'où l'importance d'étudier ces images-là. Alors, merci, en espérant que je vous ai convaincu que même si on était dans un colloque jeunesse, il fallait curieusement se parler de l'image des gens un peu plus âgés.